Il y a un épisode de Black Mirror où absolument toute la vie des gens est dictée par une application. Il y a un genre de note sociale où si t'as une bonne note, t'as le droit à la meilleure place dans l'avion, un super quartier où vivre, manger dans les meilleurs restaurants. Le truc c'est que si t'agis mal, tu peux te retrouver bridé de partout et t'empêcher d'avoir accès à des choses qui sont juste essentielles pour vivre. Dans cet univers, toute notre vie est déterminée par une simple interface, une application qui contrôle tout. Mais alors, est-ce que c'est ça l'avenir des réseaux sociaux? Black Mirror, c'est une fiction, une série sur des futurs dystopiques. Et même si ça fait étrangement penser au crédit social en Chine, c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Mais plutôt l'outil qu'ils utilisent, comment il pourrait nous impacter au quotidien et pourquoi c'est inévitable. Des milliers de mots-clés sont bloqués. Ils analysent les messages de près d'1 milliard d'internautes chinois. Censure de ses propres réseaux et interdiction de certains sites étrangers. C'est la grande muraille numérique. Instagram, Facebook, Tinder, WhatsApp, Netflix ou encore Apple Pay, toutes ces applications et services n'existent pas directement en Chine. Pourtant, elles apparaissent toutes sous une autre forme. WeChat. Avant WeChat, il y a Tencent, fondé par Ma Huateng et Zhen Zindong, une entreprise qui fera ses débuts dans les années 98 en se spécialisant très vite dans la messagerie instantanée. Avec leur logiciel très populaire, OICQ, souvent considéré comme le MSN chinois. Tout ça, c'est nouveau en Chine et ça fonctionne extrêmement bien. Elle devient la première messagerie chinoise avec près de 800 millions d'utilisateurs en 2010. Cependant, un problème se pose. OICQ est plutôt adapté pour une interface ordinateur et pour répondre à de nouveaux besoins avec l'essor des smartphones, Tencent crée WeChat en 2011. C'est leur propre application mobile de messagerie instantanée, beaucoup inspirée par WhatsApp. Aujourd'hui, c'est l'une des apps les plus utilisées au monde avec près d'1,3 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, mais aussi plus d'1 milliard de transactions chaque jour. Parce que oui, ils se sont pas arrêtés à une simple fonctionnalité d'envoi de messages. Aujourd'hui, vous pouvez vous servir de WeChat pour payer ou transférer de l'argent à des amis avec WePay, pour commander un repas ou acheter toute autre chose, consulter la météo ou prendre rendez-vous avec un médecin. Bref, ils sont absolument de partout et vous en servez même pour des services publics. Comme par exemple payer une facture ou mettre à jour votre passeport. Sur le papier, ça paraît plutôt pratique parce que vous avez tout au même endroit. Sauf que ça le devient un peu moins quand votre vie se retrouve bloquée du jour au lendemain. C'est exactement ce qui est arrivé au professeur Xu Zhengrun qui a été très critique à l'encontre du gouvernement chinois concernant la gestion de la pandémie de Covid-19. Il s'est fait bloquer de WeChat et du jour au lendemain, il peut plus communiquer avec ses proches, ses collègues ou ses étudiants et en plus de ça, il y a plein de choses qui deviennent très compliquées dans sa vie de tous les jours. L'utilisation de WePay, elle est impossible, ce qui rend beaucoup plus compliqué le paiement de plein de choses. C'est plus compliqué pour ses factures, pour toute sa vie. Imaginez, vous dites du mal de Macron et là, vous pouvez plus envoyer de messages à vos amis, vous pouvez plus regarder de séries sur Netflix, vous pouvez plus réserver un médecin et vous pouvez même pas consulter votre compte en banque. Ok, maintenant j'ai une question pour vous. Créer une super app comme WeChat, c'est le rêve de tous les grands patrons de la tech en Occident, mais à votre avis, pourquoi? Ça, je vais vous le dire un petit peu plus tard, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent à WeChat chez nous, mais en fait, il y a quand même des géants. Tu peux acheter tout et n'importe quoi, écouter de la musique ou même regarder des films grâce à Amazon. Tu retrouves la météo, tes souvenirs, tes outils de travail, tes emails, ton GPS et une connexion avec le monde grâce à Google. C'est également pour ça que TikTok ont lancé TikTok Shopping et pour se connecter à l'IA d'Elon Musk, Grok, il fallait avoir un compte Twitter. Parce qu'un utilisateur qui ne part pas de chez vous, c'est un utilisateur qui vous rapporte toujours plus. Imaginez si TikTok il se rémunérait pas uniquement avec la publicité et votre temps d'attention, mais si en plus de ça, il prenait une partie de toutes les ventes qui se font grâce à la plateforme. Ça serait énorme pour eux. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont lancé TikTok Shopping. Ok, maintenant j'ai une seconde question pour vous. Vous savez pourquoi le 25 mars 2014, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, annonçait avoir racheté Oculus pour 2 milliards de dollars? C'est quoi le lien entre des casques de réalité virtuelle et les réseaux sociaux? Une partie de la réponse, elle vient du fait que le gros problème de Facebook, c'est qu'ils sont dépendants du matériel. Si du jour au lendemain, Apple il décide de virer Facebook de leur App Store, en fait Facebook ils perdent la moitié de leurs utilisateurs. Et pourquoi ils achètent une boîte qui fait des casques de réalité virtuelle? Parce que oui, on pourrait connecter Facebook ou Instagram, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un casque pour ça? Et si vous voulez maîtriser le matériel, est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait d'acheter une marque de smartphone? En fait, la raison qui a poussé Mark Zuckerberg à investir 2 milliards de dollars, c'est exactement la même qui a poussé Facebook à changer de nom en 2021 pour devenir Meta. Parce que Mark Zuckerberg, il a compris que l'avenir des réseaux sociaux, il passerait plus seulement par nos smartphones et qu'un jour on aurait besoin de s'immerger totalement. C'est également pour ça que Meta sont prêts à perdre 60 milliards de dollars pour construire un métaverse qui ressemble à ça. Ah non, en fait il ressemble plutôt à ça. Alors,
même si le métavers c'est un flop, parce que je pense qu'ils ont été un petit peu trop avant-gardistes et que la technologie n'était pas bonne pour créer tout ça, c'est pas le seul endroit où ils perdent de l'argent. Concernant les casques de réalité virtuelle Oculus dont on parlait tout à l'heure, les modèles Quest, ils sont souvent vendus à perte. Par exemple, le Quest 3, commercialisé à 499 $, est vendu en dessous de son coût de production. C'est comme si vous aviez une pizzeria, qu'une pizza vous coûtait 10 € à faire et que vous la vendiez 5 €. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que le jour où la technologie métavers sera suffisamment bonne, ils seront déjà là parce qu'ils auront équipé le monde entier de leurs produits. En faisant ça, Meta il place ses pions pour maîtriser la machine et le logiciel. C'est exactement la philosophie de Steve Jobs avec Apple. Il voulait maîtriser à la fois le matériel et le logiciel, pour offrir une expérience utilisateur fluide et sans compromis. Et surtout pour éviter que les utilisateurs ils aillent voir ailleurs. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question qu'on a posée en début de vidéo. C'est quoi l'avenir des réseaux sociaux? Un genre de monde dystopique comme dans Wall-E, où les humains deviennent obèses, sans muscles, incapables de marcher, où ils se lèvent littéralement jamais, où ils sont obligés de se déplacer avec un genre de chaise volante. Et tout ça parce qu'ils vivent connectés en permanence avec des écrans. Ils mangent, ils parlent, ils se divertissent sans jamais vraiment interagir et en fait ils ont plus aucune autonomie. Et l'avantage, si vous êtes un géant de la tech et que vous réussissez à créer un univers comme celui-ci, c'est que vous maîtrisez absolument tout de A à Z dans la vie des gens. Donc forcément, c'est très rémunérateur. Au contraire, on pourrait se dire que les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a vu, ça sera un genre d'extension de notre vie, un petit peu comme Ready Player One, où on a un monde absolument génial qui est là pour nous. Je pense que la réalité, elle se situe un petit peu entre les deux et c'est surtout à nous d'en décider. Le truc, c'est que le vrai piège, c'est pas vraiment l'application, c'est pas vraiment le réseau social, l'algorithme ou même les centaines de notifications. Le vrai piège, c'est nous. C'est notre cerveau qui a tendance à choisir la facilité à chaque fois. C'est plus simple de scroller que de réfléchir, de rester là où on est que d'essayer autre chose, de continuer un taf qu'on n'aime pas plutôt que de prendre des risques pour changer. Et c'est plus facile de regarder une série que d'aller courir. Le truc, c'est que ce qui est bon pour nous, c'est rarement ce qui est simple. Et ça, les réseaux sociaux, ils le savent. Et ils jouent sur nos biais pour nous donner l'illusion d'une vie qui a l'air facile et pour nous garder le plus longtemps possible, pour nous faire consommer. Parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des réseaux sociaux de plus en plus complets, et même bien plus complets que ce qu'on peut retrouver avec WeChat en Chine. Mais au final, souvenez-vous que les réseaux sociaux, ça reste un outil. Et c'est nous qui avons les clés, donc c'est à nous de décider ce qu'on souhaite en faire. Et je pense qu'être conscient de ce qu'on souhaite réellement, nos limites, ça va être d'autant plus important dans les années à venir, parce que plus on va avancer, plus les algorithmes ils seront puissants, plus ils auront la capacité de nous garder attentifs, et moins on aura la maîtrise sur notre vie et sur ce qu'on souhaite en faire. Donc souvenez-vous que c'est pas facile, mais partout dans notre vie, ce qui est bon pour nous, c'est pas ce qui est le plus simple.